Grand format, une émission culturelle et religieuse. Bonjour, vous êtes sur votre radio chrétienne pour votre émission Grand format. Aujourd'hui, Anne Ponce dans une conférence intitulée « Une histoire à inventer, à bâtir ensemble ». Cette conférence fait partie d'une série autour d'un thème défini qui, cette année, était « Construire l'avenir dès maintenant ». Les transformations du monde ouvrent de larges horizons tout en portant de multiples interrogations. Comment allons-nous y répondre ? Sommes-nous prêts à relever le défi ? Anne Ponce essaie de nous conseiller. Nous l'écoutons. Donc voilà, je vais essayer de contribuer dignement à cette université d'été sur un thème qui m'a été donné, donc une histoire à inventer, à bâtir ensemble. Dans la petite plaquette de l'université, voilà, le thème c'était aussi construire l'avenir dès maintenant. Alors, bon, moi je ne vais pas vous faire un apport théorique, voilà, une leçon. Je vous propose simplement de partager avec vous ce qui m'anime dans mon métier de journaliste, en fait, hein, et dans ma fonction aussi de directrice d'un titre de presse chrétienne. Donc ça veut dire une presse de conviction. Donc ça veut dire que dans le regard que l'on porte sur le monde, il y a une conviction, là aussi. Juste peut-être revenir un tout petit peu sur mon parcours. Moi, je suis lorraine. On me le demandait tout à l'heure. Voilà, donc je ne suis pas de la région. Je ne suis pas parisienne non plus. Donc, dans mon parcours de journaliste, j'ai à la fois travaillé au Républicain Lorrain, à l'Est Républicain, à la Croix. J'ai commencé, en fait, après mon école de journalisme, j'ai passé quelques années à la Croix. Je suis passée ensuite par Okapi, donc le journal pour les adolescents. Voilà. Un journal où j'ai beaucoup appris, notamment l'écriture grand public et puis le rôle de l'image. Ensuite, j'ai passé quelques années au mensuel de spiritualité Panorama. Et voilà, maintenant, depuis presque 10 ans déjà, le temps passe très très vite, je suis à Pèlerin. Donc là aussi, je reprends le petit paragraphe hein, sur la plaquette, ce qui annonçait un peu ces conférences. On me demandait d'ouvrir les yeux sur les initiatives qui jaillissent et source d'optimisme. L'avenir est plein de promesses, à chacun de prendre en main ce qui est à sa portée. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais traiter ce thème à partir vraiment de ma vie et de mon itinéraire de journaliste. Alors, je vais faire quand même un petit préliminaire pour vous dire qu'en fait, je pourrais faire une conférence aussi où je vous dirais exactement l'inverse de ce que je vais vous dire ce soir. Parce qu'en fait, il faut, enfin, en étant un peu lucide, vous pourriez me dire, et moi je me le dis aussi parfois, qu'il y a plein de raisons, il y a de multiples raisons d'être pessimiste. Hein. Il y a des multiples raisons de se lamenter. Les attentats terroristes, le chômage, j'ai la petite fille d'un ami qui est morte récemment à 17 ans, il y a le chômage, des membres de ma famille sont au chômage. Enfin donc, tout ça pour dire que je pense qu'il faut dire tout de suite que le parti pris d'optimisme, d'espérance, le parti pris d'avoir un regard de bienveillance sur le monde, je pense que c'est effectivement un parti pris. Alors, de ma part, c'est un parti pris qui, à la fois, je pense que ça vient un peu de mon tempérament personnel. Hein, je suis plutôt dans le camp de ceux qui voient plutôt le verre à moitié plein avec les gens qui voient le verre à moitié vide. Donc, d'une part, voilà, il y a peut-être le côté un peu tempérament personnel quand même qui joue. Là, je pense qu'effectivement, alors d'où est-ce que ça vient hein, l'éducation ou les gènes, je ne sais pas. Enfin, je pense qu'on n'est pas forcément tous égaux sur ce plan-là. Et puis, d'autre part, de par mes fonctions à Pèlerin, donc qui est un journal chrétien, c'était aussi un choix pour le journal. Et moi, je pense que ce choix-là, d'avoir un regard optimiste et bienveillant sur le monde et de se dire qu'il faut quand même y faire vivre l'espérance, je pense que ça, c'est un vrai choix. Et pour moi, je vais jusqu'à dire que c'est un acte de résistance spirituelle.
Je me souviens, je vais vous raconter une petite histoire. Ça, c'est vraiment dans les tout débuts où j'étais journaliste à la Croix. Moi, j'appelle ça la parabole de Bourbonne-les-Bains. Donc, je venais juste d'arriver à la Croix, et vous savez comment c'est quand on est le dernier arrivé. Hein, on vous dit, tu vas en reportage là, tu fais ça, etc. C'était l'été. Parfois, l'été, dans les journaux, y compris à la Croix, on a un peu de mal voilà, il faut meubler, il faut trouver des initiatives. Donc, voilà. Et on m'a dit, il y a un prêtre qui nous a écrit, c'est le curé de Bourbonne-les-Bains. Bourbonne-les-Bains, c'est une petite ville du plateau de Langres, où on peut aller en cure. Il nous a écrit pour dire qu'il fait une pastorale des curistes, c'est un truc extraordinaire, il faut que tu ailles là-bas. Bon, inutile de vous dire que, alors c'était il y a 25 ans que ça, donc venir à Toulouse, même avec les bouchons, c'est rien par rapport à arriver jusqu'à Bourbonne-les-Bains. Et alors je logeais chez des religieuses, et alors je me souviens très bien, le matin au petit déjeuner, il y a une des religieuses qui ouvre le journal local, c'est l'Est républicain, et qui feuillette les pages, qui lit, et qui me dit « Il y a bien du malheur dans le monde ». Elle fait un silence de 3 secondes et elle dit « Mais il y a bien du bonheur aussi ». Alors sur le coup, ça m'a fait un peu rire. Et en même temps, je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse dans cette remarque. C'est pour ça que je dis qu'ensuite, le regard que l'on porte sur le monde, le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, voilà, le choix de la bienveillance et de l'espérance par rapport au côté plus pessimiste, voilà, je pense que ça relève d'un vrai choix. C'est pour ça que je voulais vous dire en préliminaire que voilà, je fais une conférence ce soir plutôt sur le côté espérance et confiance en l'avenir, mais que de fait, je pourrais faire la conférence inverse, ou quelqu'un d'autre pourrait faire la conférence inverse, où vous pourriez me dire à la fin mais qu'est-ce que vous racontez, tout va de travers. Et il y aurait aussi du vrai là-dedans. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, ce regard d'optimisme et de bienveillance, voilà, ça rejoint pour moi ce que saint Paul dit, hein, espérer contre toute espérance. Donc, je pense que ce regard bienveillant, il est à la fois pour moi une attitude raisonnable, c'est-à-dire qu'on peut l'ancrer en raison, parce qu'on peut donner, voilà, on connaît des gens autour de nous, on connaît des initiatives qui nous font dire que ce regard-là d'espérance, il est justifié, il est raisonnable, parce qu'il s'appuie sur des choses réelles. Voilà. Et en même temps, on peut dire aussi, ça relève aussi d'un vrai choix, je pense. Alors, pour certains, c'est un choix spirituel, c'est un choix de foi. Pour d'autres, ça peut être aussi un choix philosophique. Mais en tout cas, voilà, pour moi, j'essaye de tenir ces 2 côtés, c'est-à-dire que ça soit à la fois, même les 3, je dirais, voilà, le côté un peu caractère personnel, ça, je pense qu'on est tous plus ou moins optimistes ou pessimistes, à la fois un choix en raison, et puis à la fois un choix, après, plus fondamental, qui vient de... Voilà, c'est un choix peut-être de la volonté aussi. Alors, voilà, ça, je voulais dire ça un petit peu en introduction. Et ensuite, ce que je voudrais faire, c'est vous raconter des choses que j'ai vues grâce à ma profession de journaliste, parce que ça, c'est vrai que c'est un des grands plaisirs du métier, même quand on est éventuellement plus ou moins timide ou qu'on connaît plus ou moins les gens. Quand on est journaliste, la grande chance, c'est qu'on peut décrocher son téléphone et dire « Bonjour, je suis journaliste, est-ce que vous acceptez de me rencontrer ?» ou faire des voyages qu'on n'aurait jamais fait autrement. Et donc, quand j'ai été contactée par les organisateurs, on a cité l'un ou l'autre article ou l'une ou l'autre expérience dont j'avais parlé dans le journal. Donc, du coup, je vais revenir aussi sur ces expériences qui sont assez diverses. J'aurais pu en prendre d'autres, pour dire voilà ce que j'en ai retiré et puis les réflexions que ça m'a fait faire. Donc au début de l'année, j'avais écrit un article qui s'appelait Mon pèlerinage à Las Vegas. Parce que au tout début du mois de janvier, je suis partie avec un groupe d'entrepreneurs et dirigeants chrétiens, notamment d'entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui travaillent dans des start-up ou qui travaillent avec des nouvelles technologies. Et donc, ils m'ont proposé de se joindre à leur groupe parce qu'ils allaient donc faire un voyage dans l'Ouest américain, à la fois à Las Vegas, parce que se tient tous les ans à Las Vegas
la grande conférence des nouvelles technologies. Donc c'est un salon absolument immense. Et puis ensuite, d'aller dans la Silicon Valley, où là aussi se trouvent tous les grands groupes d'innovation technologique. Donc effectivement, j'ai eu cette chance absolument incroyable de faire ce voyage avec eux. Et c'est vrai que c'était une expérience assez étonnante, parce que nous d'ici, effectivement, on voit déjà, et je pense qu'en plus à Toulouse, vous êtes particulièrement bien placé pour ça, de voir toutes ces innovations technologiques, toutes ces industries de pointe. Mais c'est vrai qu'il y a un microclimat en Californie où on sent une énergie absolument incroyable d'innovation. Alors, c'est là où on voit qu'effectivement, on peut à la fois être porté par cette énergie incroyable et en même temps, cette énergie-là, et notamment toute cette énergie qui fait un peu de la technologie un quasi-dieu, il faut le dire, n'est pas sans poser des tas de questions. Et donc là moi, tout ce qui est innovation technologique, c'est vrai que ça me passionne. Donc, bon, j'ai mon iPhone et voilà, j'ai du mal à m'en séparer. Vous savez qu'on dit qu'il y a plus de technologie dans un iPhone que dans la fusée Apollo qui a atterri sur la Lune. Voilà. Et voilà, je crois qu'on le dit, mais je crois qu'en plus, c'est vrai. Donc, la découverte de ce salon des innovations technologiques où on voit à la fois alors les voitures qui se conduisent toutes seules, ça va arriver bientôt, puis ça, après tout, ça c'est plutôt bon. Il y avait, je sais pas, j'ai vu un parapluie qui prévenait quand l'orage allait arriver. J'ai vu alors des tas de robots qui font des tas de trucs. Alors, c'est des robots qui peuvent vous apprendre les maths, nettoyer votre maison, mais aussi s'occuper des malades, par exemple, ou des personnes âgées. Donc ça, il y a des choses... Ou alors j'ai vu aussi... Alors ça m'a fait frémir, des trucs pour bercer les bébés tout seuls. Comme ça, on n'a plus besoin de s'occuper des bébés. Et ça, là, ça fait bon. Donc voilà, il y a un mélange comme ça de choses très différentes, alors avec d'autres choses aussi, par exemple, on voit dans les séries américaines, vous savez, des logiciels de reconnaissance faciale. Alors on pense que c'est... Enfin voilà, mais ce sont des vrais logiciels, c'est des choses qui existent. J'ai vu un entrepreneur français là-bas qui me disait, ben voilà, moi j'ai inventé un logiciel qui marche déjà, qui m'a déjà été acheté. Ça permet de déceler à partir de votre visage si vous êtes bienveillant ou si vous êtes agressif. Voilà. Ou alors j'ai vu un autre monsieur, parce qu'il y avait beaucoup de Français là-bas, il avait inventé un sol qui permet de détecter si on marche sur le sol. Et lui, il avait inventé ça parce que sa mère âgée, un jour, chez elle, était tombée et il ne l'avait pas su à temps. Elle n'avait pas de téléphone à côté d'elle. Et donc, il s'est écoulé quelques heures jusqu'à ce que quelqu'un se rende compte qu'elle était tombée. Donc il me dit, vous comprenez, moi j'ai inventé ce sol, comme ça je peux voir à distance, si de temps en temps, si je vois des pas, ça veut dire que ma mère est en bonne santé et qu'elle se déplace, et si tout d'un coup je vois qu'elle est immobile à un endroit, voilà. Il m'a dit seulement, cette invention-là, en fait, les gens qui me l'achètent, c'est pour des raisons de sécurité. C'est pour surveiller les gens qui sont là. Voilà. Donc, voilà, là on voit que cette énergie incroyable de l'esprit humain, voilà, elle peut à la fois inventer les choses les meilleures et en même temps des choses qui font vraiment penser au monde d'Orwell. Donc effectivement, le côté... notre groupe qui était là, alors en plus, c'était un groupe d'entrepreneurs chrétiens. On avait un prêtre avec nous. On célébrait la messe tous les matins. Donc la messe au milieu du CES de Las Vegas, ou alors vous célébrez la messe dans une des pièces de l'hôtel avec les machines à sous qui sont juste à côté, et puis les robots qui se promènent dans le couloir. Voilà. Mais en même temps, c'est intéressant parce qu'on se dit, si on n'est pas chrétien aussi là, ça ne sert à rien. Si c'est juste pour être chrétien chez soi, voilà, pour lire juste des revues de piété, et puis voilà. C'est comment être chrétien partout, et là aussi. C'est pour ça qu'avec un peu de provocation, je l'avoue,
J'ai appelé ça mon pèlerinage à Las Vegas. C'est parce que c'est effectivement comme ça que ça a été vécu et c'était comme ça que c'était conçu par les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Donc on a vraiment basculé entre admiration et effroi. Et on s'est dit, mais bon, il faut qu'on se laisse traverser par ces deux choses, parce que les deux choses, les deux choses nous habitent nous-mêmes. Et puis la réalité, effectivement, est ambiguë. Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est difficile. On a vu aussi un transhumaniste, alors je crois que vous allez en parler dans les jours qui viennent aussi. Et alors, moi, ça m'a beaucoup appris, parce que quand on parle comme ça du transhumanisme, donc vous savez, le corps augmenté qui fait que, voilà, on va voir plus loin, vivre plus vieux, voire ne plus mourir du tout, de loin, on se dit, c'est n'importe quoi, etc. Moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est que les personnes qu'on a vues, elles vous défendent ça, mais de façon très, très habile et limite un peu convaincante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir des schémas trop faciles et trop simplistes, parce que les gens eux-mêmes qui défendent ce type de philosophie et qui travaillent sur ces innovations, ils ont beaucoup d'argent et en plus, ils ont beaucoup réfléchi. Donc le monsieur qui est venu, qui était un des grands penseurs du transhumanisme, qui a fait une conférence devant nous, en plus il savait très bien qu'il avait des chrétiens devant lui. Donc il a su très bien s'adapter au public que nous étions. Il disait, mais par exemple, vous qui êtes chrétien, vous ne pouvez pas être pour la maladie et pour la souffrance. Ben, nous, ce qu'on veut, c'est éliminer la maladie et la souffrance. Il me dit, puis... On dit qu'on veut éliminer la mort, mais ce n'est pas vrai du tout, vous savez. Pour l'instant, la médecine a travaillé sur les maladies qui font que vous êtes malade au cours de la vie. Donc, la grippe, le sida, etc. Nous, maintenant, on va s'attaquer aux maladies qui font qu'en fait, au bout d'un moment, vous mourrez. Donc, la dégénérescence des cellules, etc. Ils disent, mais on ne comprend pas comment vous pouvez être contre, parce que, ça fait reculer la souffrance et la maladie. Et 2, toutes ces maladies-là, c'est ce qui coûte le plus cher à la sécurité sociale. Donc, de tous les points de vue que vous preniez les choses, le transhumanisme est vraiment un progrès pour l'humanité. Voilà, donc nous, on s'est trouvés face à ça. Et je vous dis, pour moi, ça a été vraiment intéressant. Et c'est là où je dis que, quelles que soient les innovations, quelles que soient les pensées auxquelles on est confronté, je trouve que c'est toujours utile de s'y confronter directement et pas seulement comme ça d'en entendre parler par d'autres qui, au fond, sont déjà d'accord avec nous. Parce que quand vous avez les gens en face de vous, vous vous rendez compte que les choses sont plus compliquées, que les gens peuvent être convaincants et que leur pensée est parfois moins simpliste et que donc c'est beaucoup plus aussi difficile de les combattre parce que ça veut dire que nous-mêmes, il faut qu'on rentre dans leur logique, qu'on rentre dans leur pensée et qu'on soit nous-mêmes assez costauds sur ce qu'on défend, sur quelles sont nos convictions et sur quoi on les ancre pour pouvoir discuter avec des gens comme ça. Voilà, donc effectivement, tout ce qu'on a vu au cours de ce voyage-là, ça nous a fait poser vraiment beaucoup de questions. Donc, à la fois un peu grisé par cette énergie, et en même temps avec des questions un peu abyssales, c'est-à-dire où est le bien commun là-dedans? Est-ce que tout ça se fait au profit du bien commun? De toute évidence, c'est pas toujours sûr. Ça profite aussi aux comptes en banque de Facebook et Google. Mais quand vous allez chez Facebook, on a visité les grands bureaux de Facebook, manger à la cantine de Facebook, tout ça. Alors en plus, vous mangez bio, les employés mangent gratuitement, tout est très très séduisant. Et on vous dit, nous, ce qu'on veut, on est au service, on veut relier les gens. On veut apporter plus de liens sociaux. Puis en même temps, on monte sur les toits, ils disent, là c'est le jardin où les employés peuvent se promener. Et puis vous regardez, mais qu'est-ce qu'il y a dans les arbres là? C'est des caméras. Donc tous les 5 mètres, chez Facebook, il y a des caméras qui regardent les gens qui travaillent. Voilà.
ou chez Google. Alors là, on a vu chez Google le responsable de tous les programmes de l'intelligence artificielle. Alors là, pareil, hein, un jeune barbu, basket, cool et tout ça. Les réunions, les salles de réunion de Facebook, c'est très coloré. Il y a plein de Lego partout pour pouvoir faire de la déco. Enfin voilà. Donc bon, là aussi, très bien accueilli, etc. Puis voilà, après, il commence à nous dérouler tout le programme qui est prévu et toutes les implications des programmes de l'intelligence artificielle de Facebook. Et là, vous voyez que ça touche vraiment tous les domaines. Voilà, la science, le droit, voilà. Et là, vous dites, voilà, au service de quoi tout ça, voilà. Sachant qu'effectivement, les gens qui sont là, voilà, ils ont une formation souvent technique, de développeurs, etc. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi la réflexion au service de quoi on fait tout ça? C'est pas toujours sûr. Mais il y a une chose qui est sûre, moi j'en suis revenue avec une conviction, c'est que de toute façon, ce monde-là vient. Donc, que nous, on ne peut pas simplement dire « Ah ben non, mais ça c'est bien, ça c'est pas bien, là on dit non ». Parce qu'il faut le faire aussi, hein. C'est-à-dire que le fait de faire entendre une parole et de dire « Nous, là, on pense que là, cette direction dans laquelle on s'engage, c'est pas bien pour l'homme, c'est pas bien pour l'avenir de l'humanité ». Je pense que le fait de faire ça, de savoir en rendre compte et de savoir l'expliquer, c'est absolument fondamental. Mais en même temps, ça ne suffit pas du tout. Parce que de toute façon, ce monde-là vient. J'ai une grande admiration pour le prêtre psychanalyste, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Maurice Bellet. Il a écrit des tas de livres. Voilà, il écrit parfois 1 ou 2 livres par an. Et il y a déjà 20 ans de ça, il disait, mais il y aura de plus en plus de choses qui vont être possibles techniquement. Et vous allez voir, tout ce qui est possible techniquement, l'homme va le faire. Voilà. Et je pense qu'effectivement, on est dans ce moment-là. Donc comment faire pour à la fois réfléchir à ce qui se passe, parfois savoir dire, là, pour nous, c'est non, et en même temps, être là pour accompagner aussi les gens qui travaillent là, les gens qui vont utiliser ces techniques. Voilà. Donc je pense que notre rôle, c'est vraiment d'être dans ces deux lieux, à la fois de la réflexion, de la conviction, mais aussi de l'accompagnement de tous nos contemporains qui participent de ce monde-là. Voilà, ça c'était ma première expérience, donc mon pèlerinage à Las Vegas qui m'a beaucoup marqué. J'en ai aussi ramené plein d'expériences positives sur comment on anime la créativité, comment est-ce qu'on fait pour qu'une équipe puisse innover. Voilà, on réfléchit aussi beaucoup à ça, à Pèlerin et à Bayard en général. Donc c'est vrai que cette énergie-là, voilà, c'est de l'énergie positive aussi, parce qu'on sent que... Et après tout aussi, quand les gens... On a rencontré beaucoup de Français, de gens qui travaillent dans ces lieux-là, on voit que c'est des gens de bonne volonté en même temps. Voilà. Donc voilà, il y a un côté espérance aussi. Donc ça, ma première expérience, mon pèlerinage à Las Vegas. Ensuite, quelque chose qui n'a rien à voir, et dont j'ai parlé aussi dans Pèlerin, c'est, alors ça paraît un peu loin des innovations technologiques, mais vous allez voir, c'est pas forcément si loin que ça. J'ai visité, je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous, s'ils sont passés à Paris, ont été la voir, c'est l'exposition Les icônes de l'art moderne à Paris, la collection Shtukin. C'est ce noble russe qui, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, a entrepris de constituer une collection d'art, donc de peinture, et il a acheté des Picasso, des Monet, des Cézanne, des Gauguin, des Van Gogh, des Matisse, et tout ça alors qu'ils n'étaient pas encore connus. Donc c'est vrai que visiter une exposition comme ça, c'est absolument éblouissant. Cet homme a eu la sensibilité de savoir détecter ces artistes, la beauté de ce qu'ils faisaient, alors qu'à l'époque, ils passaient un peu pour des doudingues. Et du coup, cette exposition, elle m'a fait beaucoup réfléchir,
notamment au travers du parcours de cet homme, c'est que comment est-ce que nous aussi maintenant, on sait détecter les pionniers de notre époque. Et donc pas seulement les pionniers, pas seulement les artistes, encore que les artistes c'est important aussi, mais moi j'ai pensé aussi à tous ces pionniers qui inventent un monde meilleur pour demain. Voilà, je pense à tous ces... Je parlais de résistance spirituelle tout à l'heure. Reparlons voilà, de résistance spirituelle qui savent aller de l'avant malgré le pessimiste aujourd'hui. Tous ces précurseurs aussi qui inventent de nouvelles façons de travailler, de produire de l'énergie, de cultiver la solidarité entre générations. Voilà. Après tout, ce sont aussi les doudingues de notre époque et qui, voilà, dans les nuages noirs d'aujourd'hui, savent aussi allumer la petite lumière ou savoir aviver les petites lumières qui existent aussi. Il y a l'expérience de cette exposition, mais tous les ans, à Bayard, on a une journée qui s'appelle, sans beaucoup d'originalité, la journée Bayard. C'est une journée où aucun des employés de Bayard ne travaille de façon habituelle. On fait venir des gens de l'extérieur qui nous racontent ce qu'ils font dans tous les domaines. Alors ça dépend selon les années, la thématique varie. Cette année, c'était à la fois autour de la problématique au sens large du développement durable, mais plutôt développement durable au sens de l'encyclique du pape François, Laudato Si, et aussi autour de la question de travailler autrement. Donc on cherche beaucoup, par exemple, à Bayard, et ça existe aussi dans les grandes entreprises d'innovation technologique de la Silicon Valley, d'autres façons de travailler. On sait bien notamment, par exemple, chez les plus jeunes aujourd'hui, le fonctionnement très, très hiérarchique, très, très pyramidal, ça fonctionne plus de la même manière que jadis. Moi, je le vois très concrètement au niveau des jeunes journalistes de Pèlerin. Voilà, il faut à la fois, ils ont une énergie incroyable, et en même temps, il faut savoir canaliser leur énergie, les accompagner, les faire grandir, mais assez vite, ils nous disent « Ah, mais on n'a pas assez d'autonomie, il faut nous laisser plus d'autonomie, etc. » Donc voilà, ce travail autour de nouvelles façons de travailler, je pense que c'est pas de l'innovation technologique, mais je pense que dans toutes les choses qui s'inventent aujourd'hui sur des nouvelles relations, des nouvelles façons de travailler, moins hiérarchiques, plus en réseau, plus communautaire, plus en dialogue. Enfin, moi, je pense que c'est des choses qui sont assez déterminantes aujourd'hui. C'est déterminante pour nous sur les lieux de travail, mais aussi dans les associations, parce que je pense que les associations, elles ne peuvent non plus fonctionner comme elles le faisaient avant. Je pense que c'est aussi une question pour l'Église, par exemple. Nous, on vient de traverser là, une période électorale un peu compliquée. Et voilà, on a vu que, y compris parmi nos lecteurs, il y avait des opinions assez tranchées, assez différentes. Et la question qu'on s'est posée et qu'on se pose maintenant, c'est comment est-ce qu'on apprend à mieux se parler, à mieux dialoguer, y compris dans des lieux d'église. Pas seulement dans le courrier des lecteurs de la Croix ou Pèlerin, pas seulement en s'injuriant dans les commentaires sur Facebook ou sur Twitter, mais comment est-ce que vraiment on apprend à dialoguer, à cultiver les qualités, les expériences de chacun, entre différentes sensibilités, entre laïcs et prêtres. Enfin voilà, là aussi, je pense qu'il y a beaucoup de choses du monde d'aujourd'hui, voilà, qui là encore une fois, c'est pas seulement des choses qui sont à analyser ou à penser ou à critiquer ou à être enthousiaste, c'est aussi des choses qui doivent, je pense, de fait, ça nous interroge dans les pratiques du quotidien. Donc, au lieu d'être uniquement passif, de recevoir ça, de se dire oh là là, comment on fait, etc. Je pense que là, pour le coup, là encore, prenons-le comme une richesse
Et disons-nous, ben voilà, là, il y a des choses quand même qui sont... C'est plus intéressant, moi je vois à Pèlerin, c'est plus intéressant d'avoir des gens qui revendiquent de l'autonomie et qui ont de l'énergie, plutôt que d'avoir un fonctionnement très hiérarchique avec des gens qu'on doit tirer et à qui il faut dire sans cesse ce qu'il faut faire. Voilà. Donc ça, c'est... donc vous voyez, c'est à partir d'une exposition, voilà, les réflexions que je me suis faites sur voilà, comment est-ce que nous aussi, à l'image de ce collectionneur russe qui lui a su détecter les talents de son époque, est-ce que nous aussi, on sait détecter les talents de notre époque et aussi comment on sait les mettre en lumière, leur donner la parole, et leur donner la parole à la fois dans nos entreprises, nos associations et notre Église. Et puis, je pense que faire ça, c'est non seulement vital, mais en plus, ça fait beaucoup de bien. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a une certaine jubilation à découvrir des initiatives nouvelles avec des gens qui font des gens formidables, même s'ils ne sont pas de la même sensibilité que nous. Voilà. Donc non seulement c'est, j'allais dire, c'est bon pour l'humanité, mais en plus, je pense que personnellement, en tout cas moi je l'éprouve comme ça fait du bien d'être plutôt dans cette curiosité et d'être dans cette attention à la nouveauté qui va dans le bon sens. Toujours sur votre radio chrétienne, vous écoutez Grand Format. Aujourd'hui, une des conférences données lors de l'Université chrétienne d'été de Castanet-Tolosan. Et Anne Ponce, journaliste, directrice de la revue Pèlerin. Donc ça, c'était ma deuxième expérience. Maintenant, je vais aussi parler d'une troisième expérience. Je l'ai appelé le retour du terril. Alors là, c'est une expérience complètement différente. Alors là, on n'est plus du tout à Las Vegas et dans les nouvelles technologies, encore que. Il y a quelques mois, alors là aussi, c'est dans toute la recherche que fait Bayard pour être attentive aux jeunes pousses, aux choses qui s'inventent et aux gens qui cherchent et qui se mettent au service du bien commun. On est allé à une quinzaine de personnes dans une petite ville qui s'appelle Los Angoel, qui est une petite ville qui est juste à côté de Lens. Alors, c'est le bassin minier. Donc le bassin minier est quand même sinistré. Hein. C'est-à-dire qu'au plan chômage, grande pauvreté, c'est quand même une zone qui est très, très, très dure. Là, pour le coup, c'est pas toujours facile de voir les signes d'espoir. Et là, on est allé voir le maire, qui s'appelle Jean-François Caron, et qui a dit, voilà, c'est pas parce qu'on qu'on a l'air d'être un territoire perdu. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? En plus, il avait cette difficulté qui est que les gens avaient honte de leur passé et de leur histoire. C'est-à-dire d'être une ville minière. L'assumer, c'était plutôt... c'était très difficile. Et les gens, même avaient carrément honte de ce passé. Surtout que ce passé était loin derrière eux, et en tout cas que l'aventure était terminée. Et Jean-François Caron, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est lui qui a fait que les terrils et les sites miniers soient classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parce qu'il a dit la première chose à faire, alors, territoire grande pauvreté, mais pourtant il n'est pas chrétien, c'est un élu écologiste, et son père c'est la CGT, mais pour moi c'est la même logique que l'homme ne vit pas seulement que de pain. Il a dit qu'une des premières choses à faire, c'était de recultiver la fierté des gens. Donc la fierté de leur histoire, bon, ils étaient peut-être au chômage, mais leur vie de mineur, ça avait été quand même une vie digne et incroyable. Donc il s'est beaucoup battu pour faire classer les terrils. Il en a deux grands, et notamment le plus grand d'Europe, qui fait 186 mètres. Et donc il a fait classer ces terrils. Et alors il est malin parce qu'il nous a emmenés marcher et monter jusqu'en haut de ce terril. Donc bon, un terril, c'est pas... Ça glisse, c'est haut, c'est sale, voilà. Et en même temps, quand on est là-haut, on a une vue incroyable sur sa ville et sur les alentours. Et notamment, on voit en contrebas tout un champ de panneaux solaires. Parce que lui, il a essayé de conjuguer à la fois retrouver la fierté d'une histoire
et en même temps miser sur l'innovation technologique la plus pointue, parce qu'il a dit, après tout, il n'y a pas de raison, c'est pas parce que nous, on vient de la mine et que la mine s'est terminée, que ma ville et les habitants, on doit prendre notre parti, que c'est terminé. Donc du coup, voilà, ce chemin qu'on fait de monter sur le terril et en même temps de voir cette forêt de panneaux solaires, c'est une expérience assez étonnante parce que, effectivement, quand on arrive dans cette région, voilà, c'est dur ce qu'on voit. On voit qu'effectivement, c'est une ville qui connaît la grande pauvreté. Il a inventé aussi, alors on dit que la démocratie est un peu un bout de souffle, il fait partie des gens qui a essayé aussi, là aussi, de redonner la parole aux gens de sa ville. Donc il les consulte sur des projets, ou alors il essaye de faire que les projets soient co-construits. Par exemple, il dit, moi je dois envoyer le signal que de toute façon la ville et la commune ne peuvent pas tout faire. Mais il y a des gens qui ont envie de faire des projets ou qui me disent, alors pourquoi vous ne faites pas ça? Et nous on est défavorisés, etc. Donc il nous a donné un exemple. Il a dit par exemple, les gens qui habitent dans des quartiers un peu éloignés du centre, ils vont dire, dans le centre, il y a des pots de fleurs bien fleuris et tout ça. Et nous, dans notre quartier, on n'a rien. Alors il leur a dit, écoutez, moi, je n'ai pas les moyens de mettre des beaux bacs à fleurs avec des employés municipaux qui s'en occupent tout le temps. Donc la ville n'a pas les moyens de ça. Par contre, si vous voulez, moi, je vous amène les bacs, je vous mets les fleurs, mais vous, ensuite, vous vous en occupez. Voilà. Là aussi, dans une dynamique de remettre aussi les gens acteurs de leur propre histoire. Donc ça aussi, je trouve ça très intéressant parce que là, on a un écosystème qui fait qu'à la fois, il mise sur les nouvelles technologies. Par exemple, il a essayé de rénover les bâtiments et les petites maisons ouvrières de sa commune avec des gens qui déjà ont très peu de moyens. Et qui en plus, comme les maisons sont des courants d'air, c'est des gouffres financiers pour pouvoir se chauffer. Donc il s'est dit, moi je vais faire de ma ville, je vais aider les gens à isoler leur maison. Donc d'une part, ça permet d'isoler les maisons, et en plus, du coup, ça fait baisser considérablement la charge sur les gens. Et à cause de ce travail, dans sa commune, il y a un centre pilote sur l'innovation des habitations, d'où on vient, de toute la région et même de toute la France, pour voir tous les tests qui sont faits. Donc, je trouve que c'est un bel exemple de voir comment on peut tricoter les innovations technologiques, le bien commun, et d'associer les gens aussi à leur propre histoire. Ça, c'est une histoire que je raconte, c'est une histoire parmi d'autres, parce qu'en fait, Pèlerin, ça revient quand même toutes les semaines, mais toutes les semaines, on n'a jamais aucun problème pour trouver des initiatives comme celle-là. Alors ça peut être dans tous les domaines, mais nous, on s'est dit, voilà, notre journal, voilà, il ne suffit pas de dire juste un regard d'espérance, etc. Il faut qu'on puisse montrer des choses qui se font, et puis éventuellement donner des idées à d'autres. Or, toutes les semaines, des initiatives dans des domaines très différents, on en a plein. Des gens qui font des choses localement, avec d'autres, dans des domaines scientifiques, dans la solidarité, enfin, tout domaine, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des ingénieurs, des gens qui innovent dans le développement durable, des agriculteurs qui essayent de cultiver autrement. On n'a aucun problème pour en trouver plein. Alors, ces gens-là, ils ne sont pas toujours très, très connus et très, très mis en évidence. Et en même temps, la réalité, c'est qu'il y en a quand même beaucoup. Je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques jours, c'était le week-end dernier, il y avait la journée mondiale du journalisme de solutions. Donc, notamment Le Figaro, par exemple, ils avaient fait un numéro où il n'y avait que des initiatives positives. Une fois dans l'année, beaucoup de journaux font ça, y compris par exemple Libération. Au début, alors,
Libération a dit qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est encore un truc de gens sympas, bien pensants, enfin un peu gentillets. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était leur numéro le plus vendu de l'année. Voilà. Donc bon, nous on essaye de faire ça toutes les semaines au fil des numéros. Et voilà, on n'a que l'embarras du choix. On a parlé de la ville plusieurs fois, je sais pas, une ville qui s'appelle Ungersheim en Alsace. Il y a tout le territoire du Ménet en Bretagne, il y a la Biot-Vallée dans la Drôme. Enfin, je suis sûre que après, peut-être à la fin de la conférence, dans les petits groupes, vous chercherez des exemples peut-être autour de vous, et je suis sûre que vous allez en trouver. Puis en plus, que ça me fera des idées pour les prochains pèlerins. Voilà, donc ça c'est quelques exemples. Là, je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps. Juste peut-être partager avec vous, on va les faire défiler rapidement, parce que pour cultiver et enraciner ce regard d'optimisme, de bienveillance et d'espérance sur le monde, j'ai quelques citations comme ça qui me portent. Alors j'aime bien mettre celle-là en premier parce que je suis une grande fan de Star Wars. Et donc, bon, si je dis dans cette assemblée que Maître Yoda est un de mes maîtres spirituels, ça ne va pas passer, mais bon, je le dis quand même avec le sourire. Donc par exemple, voilà, Maître Yoda, il dit toujours en mouvement et l'avenir. Voilà, alors c'est parce que Maître Yoda, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas Star Wars dans cette salle, mais il parle un peu en inversant les phrases. Voilà. Mais toujours en mouvement et l'avenir, voilà, ça veut dire que pour moi, c'est la façon de traduire, il n'y a pas de fatalité. Voilà. L'avenir sera aussi ce que nous en ferons. Voilà, donc j'aime bien de temps en temps citer. Les journalistes de l'équipe de pèlerins savent que c'est une de mes phrases fétiches. Voilà, quand on croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Ça, c'est plutôt une phrase. J'avais écrit cette phrase en début de l'année, après qu'il y a eu les attentats, notamment en Allemagne, comme c'est un poète allemand qui l'a dit. Voilà, là aussi, c'est pour dire que, là encore, comme je l'ai dit au début, on a quand même beaucoup aussi de raisons de désespérer. Mais quand on croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Voilà, c'est un poète allemand, mais c'est quand même très enraciné dans la tradition chrétienne, cette façon de voir. J'ai dû mettre après Martin Luther King, voilà, si nous n'apprenons pas à vivre ensemble comme des frères, nous mourrons tous ensemble comme des idiots. Alors ça, c'est voilà, ça, c'est pareil, c'est le type de phrase qui peut paraître très irénique, hein, parce qu'on peut me dire, ah bah oui, voilà, avec les attentats, l'islamisme, etc., comment est-ce qu'on peut faire pour s'entendre, etc. Je pense qu'on n'a pas le choix, c'est tout. C'est que, voilà, donc là, pour moi, ça fait partie un peu des phrases où je me dis, là, là pour le coup, c'est un vrai choix, et pour moi, ça fait partie des actes de résistance spirituelle que d'être là. Une phrase un peu plus légère, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire, ça c'est Walt Disney. Voilà. Ça, j'ai ça sur la porte de mon bureau à Pèlerin pour essayer d'encourager l'équipe quand ils ont des initiatives. J'aime bien, souvent les gens de Pèlerin poussent la porte de mon bureau et ils me disent « Ah, on a eu une idée !» J'ai dit « Je sens que ça va être génial !» Voilà. Et donc je veux encourager ça. Et puis voilà, une phrase aussi de Gandhi, « Sois le changement que tu veux pour le monde ». Là aussi, je pense que c'est une façon de dire que voilà, on ne peut pas se contenter d'être en surplomb uniquement, c'est-à-dire de donner les bons conseils, de dire ce qui est bien et ce qui est mal, etc. C'est voilà, comment est-ce qu'on commence nous aussi à notre niveau, voilà, à faire nous-mêmes ce que nous professons et ce que nous croyons. Voilà, ça c'était des parcours, un peu les choses un peu plus personnelles que je voulais dire. Alors moi, je voulais aussi dire que la grande chance que j'ai, c'est que le fait de travailler dans un hebdomadaire chrétien et à Pèlerin en particulier, c'est vrai que c'est une chance incroyable que d'être porté par un collectif qui croit ça et qui porte ça. Voilà, peut-être que si j'étais dans une autre entreprise ou dans un autre lieu,
Voilà, je serais parfois un peu plus déprimée ou défaitiste. Là, c'est vrai qu'on a un élan collectif qui fait que, voilà, c'est l'identité du journal qui est comme ça. Elle est comme ça depuis la fin du 19e siècle. En plus, on appartient à une... Pèlerin, comme tout le groupe Bayard, on appartient à une communauté religieuse. Donc on est aussi stimulé à ancrer ses convictions, voilà, dans la tradition chrétienne et dans l'Évangile. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours, on est à la fois une presse de conviction et d'espérance, un journalisme de terrain, parce que ça aussi, je pense que ce qui participe, je pense, de la façon de cultiver un regard bienveillant sur le monde, c'est d'être sur le terrain. Parce que si on est juste dans son bureau, alors pour des journalistes, si on est juste dans son bureau parisien et qu'on passe des coups de fil, etc., c'est vrai que là, depuis son bureau, même avec son portable, même par Skype, on ne sent pas grand-chose. Voilà. Par contre, je pense qu'effectivement, le terrain, mais pour moi, le terrain, en fait, ça veut dire la rencontre. Et la rencontre, elle est quand même source pour moi de cette espérance-là. Parce que je pense que vous avez tous vécu ça aussi. Je trouve qu'on vit ça, y compris en famille ou dans un milieu professionnel, quand tout d'un coup on entend que quelqu'un dit que, etc. Alors on commence à s'énerver, comment, etc. Puis après, quand on se retrouve avec la personne dans la rencontre, qu'on commence à parler, voilà, là, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça, que la personne, peut-être, elle cherche aussi, que si elle a paru crispée, c'est peut-être parce qu'elle avait peur, ou qu'elle était en colère, ou qu'elle n'avait pas compris ce qu'on avait dit. Donc voilà, pour nous, le journalisme de terrain, on le formule un peu comme ça, mais au fond, c'est pour dire qu'on croit beaucoup à la rencontre. Voilà, puis on dit aussi un journalisme de solution. Là, c'est pareil, on dit toujours que les journalistes voient plutôt les trains qui arrivent en retard que les trains qui arrivent à l'heure. Donc c'est vrai. Et d'ailleurs, si on faisait que des journaux, il n'y avait que des trains qui arrivaient à l'heure, aucun d'entre vous ne les lirait. Voilà. Et en même temps, voilà, le fait d'ouvrir les pages des journaux à des initiatives positives, ça c'est aussi un choix de notre part, quoi, de n'être pas parmi ces journaux qui sont toujours dans l'angoisse ou alors dans la conviction de tout fiche le camp, tout est perdu, personne ne nous comprend, le côté lamentation, ou alors politique de l'autruche aussi, ça c'est une autre façon. Donc voilà, le fait d'être dans ce dynamisme, j'avoue que c'est pour moi une très très grande chance. Et donc c'est à la fois, je pense, comme je vous l'ai dit au début, un peu peut-être un atavisme un peu personnel, mais je trouve que pour cultiver à la fois cette connaissance sur les choses qui s'inventent, et puis cette conviction, ce choix d'un regard d'espérance sur l'avenir, voilà, le fait d'être porté, de le faire ensemble, et ça je pense que voilà, au niveau de la communauté chrétienne, c'est quelque chose qui est très fort. Enfin, moi je pense que il peut y avoir des chrétiens qui sont plus pessimistes et plus tout fiche le camp, etc. Moi, ma conviction intime, c'est qu'au fond, ça, c'est pas très chrétien d'être uniquement dans le côté défaitiste ou se barricader ou forteresse assiégée. Je dis parfois, j'ai fait quelques années de théologie. Alors, on peut dire que ça ne se voit pas toujours dans ce que j'écris parce que c'est un peu léger, mais je me dis, au moins, il y a une chose que ça m'a appris, c'est que ça m'évite de raconter des bêtises. Voilà. Et j'ai découvert notamment que le patrimoine de la tradition chrétienne est très, 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 très riche. Donc moi, c'est aussi quand je jumelle, j'allais dire, cet ancrage dans l'histoire chrétienne et dans le fourmillement que je vois aussi bien à Las Vegas de Los Angeles. Donc quand je mêle ces deux choses-là, eh bien, ça donne ça. Vous venez d'entendre une conférence donnée par Anne Ponce lors de l'Université chrétienne d'été de Castanet-Tolosan. L'intitulé de cette conférence, « Une histoire à inventer, à bâtir ensemble ». Je vous rappelle que le thème de l'université cette année était « Construire l'avenir dès maintenant ».
Anne Ponce nous a parlé de multiples initiatives qui nous font basculer entre admiration et effroi. À chacun de nous le choix de prendre part de manière active à cette construction commune. Nous remercions Radio Présence à Toulouse pour l'enregistrement de cette conférence. Quant à moi, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très vite pour un nouveau rendez-vous sur votre radio chrétienne. Je vous rappelle que vous pouvez écouter cette conférence en podcast sur radiofidélité.fr.